Bien, je vous rassure, l'épaisseur du paquet de feuilles ne signifie pas évidemment que mes propos conclusifs seront interminables, puisque c'est à la fois tout l'avantage et l'inconvénient que d'intervenir en conclusion, c'est que tellement de choses ont déjà été dites que ce serait parfaitement ennuyeux d'y revenir. En tout cas, il y a quelque chose de changé dans le contentieux administratif français. Et le changement, c'est que le recours pour excès de pouvoir pâlit. Il est même frappé à mort. Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Auriou, qui l'a dit dans sa note sur l'arrêt Boussuge. Donc 1912, bon, on peut penser qu'effectivement, si le recours pour excès de pouvoir agonise depuis 1912, c'est que son agonie est lente, d'autant qu'en réalité, quand on lit Auriou, il fait remonter la mort du recours pour excès de pouvoir à l'arrêt Cadeau, 1889. Donc c'est presque à se demander s'il a finalement jamais vécu. Il est néanmoins il était néanmoins devenu le recours le plus emblématique du contentieux administratif, en tout cas incontestablement dans le contentieux de la légalité. Tout cela a été dit. Un recours simple, un recours gratuit car dispensé du ministère d'avocat, un recours assorti d'une sanction claire et adaptée, l'anéantissement de l'acte illégal, un recours dont l'existence même est érigée, on le sait par l'arrêt Dame Lamotte, en principe général du droit, applicable même sans texte. Alors ce, par contre, au prix effectivement d'une définition qui, pour avoir été en réalité uniquement jurisprudentielle puis doctrinale, n'en est pas moins restée longtemps assez figée. Celle, si on veut synthétiser, d'un recours donc exercé dans un délai limité et par lequel le requérant conteste la légalité ab initio d'un acte administratif, recours dans lequel le juge sanctionne cette illégalité ab initio par l'annulation rétroactive. Voilà le panorama qui, nous l'avons vu tout au long de la journée, a considérablement évolué depuis une date qu'on a peine à trouver avec précision, mais en tout cas incontestablement depuis une vingtaine d'années, même si on a vu que ça avait déjà commencé avant. Pourquoi une telle évolution? Je ne ferai pas preuve d'une très grande originalité ici en évoquant, ça a déjà été fait, au moins deux motifs, la sécurité juridique, l'effet utile. La sécurité juridique a raison de la radicalité des effets de l'annulation rétroactive, qui peut apparaître, dans bien des cas, disproportionnée, attentatoire aux intérêts privés, mais aussi à des intérêts publics autres que la légalité, car il ne faut pas oublier que la sécurité juridique, ce n'est pas simplement la sécurité juridique des intérêts privés, c'est celle aussi des intérêts publics, et le maintien de la légalité n'est pas le seul d'entre eux. Il est vrai que le juge, consacrant en principe général du droit la sécurité juridique, pouvait difficilement refuser de se l'appliquer à lui-même. Donc, la sécurité juridique. L'effet utile, donc, ça aussi, on l'a dit, la sanction, le caractère excessif de la sanction la rend parfois inadaptée, alors que paradoxalement, d'ailleurs, dans d'autres cas, la sanction apparaît tigre de papier, extrêmement brutale dans la théorie, quasiment ineffective, en tout cas inefficace en pratique. Donc voilà au moins deux motifs. Alors j'en ajouterai peut-être un troisième, c'est que malgré l'objectivité du recours pour excès de pouvoir, il ne faut pas se leurrer. Dès lors qu'on ne veut pas en faire une actio popularis, dès lors qu'on subordonne la recevabilité du recours à un intérêt à agir, et j'allais dire quand bien même on ne l'aurait pas fait, le requérant agit officiellement pour la défense de la légalité, mais il défend ses intérêts. Et le juge peut difficilement rester sourd à la revendication par le requérant de ses intérêts, et
qu'une annulation dont il ne tirera aucun profit ne le satisfera pas. Et donc, à cette aune, il est vrai que le recours pour excès de pouvoir a pu apparaître menacé, évidemment par le recours de plein contentieux objectif, par le développement du plein contentieux objectif, par le développement aussi de mécanismes hors juridiction, en tout cas pour lesquels le juge n'intervient qu'en tant qu'autorité de contrôle, c'est-à-dire notamment par l'abrogation administrative de l'acte administratif illégal, en tout cas le règlement illégal, l'acte individuel non créateur de droit illégal, seul à même de résoudre les problèmes, en tout cas traditionnellement, d'illégalité survenue. Bref, ces impératifs, ces menaces pesant sur le recours pour excès de pouvoir l'ont évidemment forcé à s'adapter. Alors, sans doute, effectivement, comme l'a dit ce matin le président Stirn, sans qu'il y ait véritablement de plan organisé, mais plutôt des réactions aux diverses imperfections que présentait ce recours. Alors, s'il n'y a pas eu de plan organisé, il relève néanmoins de ma vocation, moi, d'en faire un, et de relever, j'observe avec satisfaction que finalement j'avais dû taper relativement juste, puisque ce que j'avais préparé avant de venir a coïncidé avec ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, j'évoquerai dans une première partie les hypothèses où finalement le juge de l'excès de pouvoir renonce à sanctionner l'illégalité, et dans un deuxième temps, les hypothèses où il gradue la sanction. Alors, moi, j'en suis un petit peu désolé, mais finalement, mon rôle créateur sera ici assez limité, ce sera presque plus finalement une synthèse qu'autre chose, mais enfin, bon, peut-être n'est-ce tout de même pas inutile. Alors donc, si on commence par la première partie, l'absence de sanction de l'illégalité, on peut observer ici plusieurs hypothèses. Soit, carrément, l'illégalité n'est pas constatée, elle existe, mais elle n'est pas constatée, pour diverses raisons. Soit, elle est constatée, mais elle n'est pas sanctionnée. Alors, si on commence par la première éventualité, l'illégalité non constatée, elle concerne essentiellement, ça a été dit, les vices de procédure et de forme, pas totalement, enfin pas uniquement eux, mais enfin principalement eux, et notamment à travers deux mécanismes. Tout d'abord, donc dans le cadre du recours par voie d'action, évidemment la jurisprudence d'Antony, ça c'est tout de même évidemment le plus emblématique, tant qu'on admet quand même que cette jurisprudence, c'est davantage une jurisprudence de précision et de codification qu'une véritable révolution. La notion de vice de procédure substantielle préexistait de bien longtemps. Ça consiste à dire finalement qu'un acte entaché d'un vice de procédure qui ne prive pas l'administré d'une garantie ou qui n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le fond de la décision, certes, ça a été dit, est un vice, mais finalement, ça n'est pas une illégalité. Mais on retrouve ici finalement à la fois le service de la sécurité juridique et de l'effet utile. Sécurité juridique parce qu'il serait exagérément perturbateur d'annuler l'acte pour un péché véniel, sachant qu'il peut être repris à l'identique dans la foulée. Effet utile parce que pour cette même raison, évidemment, l'annulation sera dépourvue, j'allais dire, de tout intérêt autre que l'intérêt juridique qui est de constater l'existence du vice et d'en tirer les conséquences, mais sans qu'il y ait guère de conséquences à long terme, sans doute, sur la situation de l'administré. Même chose, même si c'est vrai que là, nous manquons d'arrêt de principe, mais
pour les vices de forme, il n'y a pas eu d'Antony pour les vices de forme, mais enfin, bon, le vice de forme constitutif d'une illégalité, c'est celui qui prive l'administré d'une garantie, c'est-à-dire que ça concerne en réalité un nombre assez limité de vices de forme. Donc, cela, c'est la première éventualité où l'illégalité ne sera pas constatée. Alors, il y en a une deuxième, mais qui est toujours relative aux vices de forme et de procédure, en tout cas pour l'essentiel. C'est le régime aujourd'hui extrêmement restrictif dans le cadre de l'exception d'illégalité et de l'obligation d'abrogation, où on ne nie pas qu'il existe une illégalité, contrairement à l'hypothèse précédente de D'Antony. On ne nie pas que cette illégalité existe, mais comme on refuse au requérant de l'invoquer, ça veut dire qu'elle ne pourra pas être constatée officiellement et donc elle ne pourra pas être sanctionnée. Bon, la nuance est sensible, mais la conséquence est à peu près la même. Bon, je ne reviendrai pas sur le fait que c'est l'article L600-1 du Code de l'urbanisme, donc la loi du 9 février 1994, qui avait ouvert le feu en la matière, s'agissant effectivement des documents d'urbanisme, et qu'ensuite l'arrêt CFDT Finance a pris le relais de manière générale en 2018 et d'une façon beaucoup plus brutale. Le commentant à l'époque, j'avais émis, quoique n'étant pas on puisse dire un adversaire farouche de la sécurité juridique, un certain nombre de critiques, alors non pas peut-être sur le principe même, mais sur sa portée, c'est-à-dire le fait que, passé le délai de recours contentieux, aucun vice de forme, aucun vice de procédure ne peut plus être invoqué, si important soit-il, cela, même l'article L600-1 du Code de l'urbanisme ne l'avait pas envisagé. Il avait quand même prévu un certain nombre de vices qu'il énumérait et qu'il considérait comme particulièrement fondamentaux, justement parce qu'ils pouvaient avoir des incidences sur le fond. Et cette jurisprudence, je dois avouer qu'elle voilà, elle m'interroge toujours et j'ai constaté, non sans intérêt, que dégagé à propos des actes réglementaires, le juge ne l'avait pas étendu. Alors, s'agissant de l'exception d'illégalité, qui est ici seule en cause, aux actes non réglementaires, dans l'hypothèse où l'exception d'illégalité contre ces actes non réglementaires est possible au-delà du délai de recours contentieux, l'affaire commune de Mitry-Mory du 4 août dernier, donc dans le cadre d'une procédure d'expropriation, où le rapporteur public explique la nuance par la différence assez fondamentale, effectivement, mais sans doute à relativiser entre l'acte réglementaire, on l'a dit, sa généralité, son abstraction, sa permanence, et l'acte enfin, non réglementaire, qui, lui, n'est pas dans cette situation-là, enfin, pas toujours. Le fait aussi, c'est peut-être plus convaincant que l'exception d'illégalité, elle est le principe permanente, en tout cas, elle est le principe pour l'acte réglementaire, alors qu'elle n'est que l'exception pour l'acte non réglementaire, et que si on l'encadre encore, on risque, outre de se fragiliser, s'agissant de l'expropriation, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, en tout cas, de réduire le procédé à pratiquement rien. En tout cas, on constate tout de même un questionnement sur l'exclusion des vices de procédure et de forme du champ donc de l'exception d'illégalité et pour les règlements de l'obligation d'abrogation. Alors j'en viens maintenant au deuxième temps de ma première partie sur l'illégalité constatée mais non sanctionnée. Alors c'est l'hypothèse, ce sont les hypothèses, pardon, de régularisation. On ne nie pas qu'intrinsèquement l'acte soit illégal, mais dans la mesure où cette illégalité ne le dénature pas, alors on sait que la frontière entre ce qui est régularisable, pas régularisable, le vice qui permet la régularisation, celui qui ne le permet pas, c'est une frontière assez peu palpable. Il y a quand même eu dernièrement deux thèses, deux
bonnes thèses, de très bonnes thèses consacrées à la question, mais qui, toutes deux, butent un petit peu sur la définition du vice régularisable, mais parce que c'est éminemment pragmatique. Bon, il y a une question de degré. Bon, ça concerne évidemment les vices de l'égalité externe, ça concerne aussi des vices de l'égalité interne, on va dire, mineurs, qui ne remettent pas en cause l'objet général, le contenu général de l'acte. En tout cas, et cela a été dit aussi, le juge s'attribue, et même depuis longtemps, le pouvoir de régulariser certains actes et ainsi de les sauver de l'annulation, lorsqu'il estime que, en réalité, leur contenu n'est pas en cause, que seule pêche leur base légale ou leur motif. Il est possible de procéder, cela a été dit, à la neutralisation des motifs ou à la substitution de base légale ou à la substitution de motifs. De même, le juge s'est reconnu, c'est-à-dire à peu près dans les mêmes périodes, le pouvoir de rectifier ce qui pouvait lui apparaître au sein de l'acte contesté comme une simple erreur matérielle. Alors, c'est un petit peu différent du cas précédent, mais ça rejoint quand même la même idée, à savoir que le contenu formel de l'acte ne correspond pas à son contenu réel, à celui voulu par son auteur, et que de toute évidence, c'est ce contenu réel qui doit primer, et que celui-là n'est pas illégal, et qu'on ne va donc pas annuler l'acte pour quelque chose qui n'est euh, qu'un vice purement matériel, et que cela ne justifie même pas, au fond, qu'on renvoie l'acte devant l'administration en vue de sa réfaction. Donc le juge, il le pratique, et il la pratique déjà depuis assez longtemps, cette régularisation. Désormais, la loi lui permet en matière d'urbanisme, mais je reviendrai après sur la question de l'urbanisme, plutôt que sur des procédures qui ont été déjà décrites suffisamment en détail. Le juge peut, et même d'ailleurs parfois désormais doit, surseoir à statuer lorsque soit le document d'urbanisme, soit l'autorisation d'urbanisme qui est contestée devant lui, lui apparaît entaché d'un vice régularisable. Dans ce cas, il l'invite, et s'agissant, on l'a dit, de l'autorisation d'urbanisme, désormais, depuis la loi Elan, il doit inviter l'administration à corriger l'acte. Alors, spécificité de l'urbanisme, mais on peut se poser la question d'une éventuelle transposition à d'autres domaines. Alors évidemment, en matière d'urbanisme, il y a sans doute des impératifs particuliers qui rentrent en compte, le droit de propriété notamment, un droit inviolable et sacré, peut-être un droit qui, dans notre imaginaire collectif, aurait une valeur presque supérieure aux autres, mais enfin, rien que de dire cela peut faire penser à certains d'entre vous qu'il y a d'autres droits, d'autres libertés, et qui méritent tout aussi légitimement une protection. Bref, on peut s'interroger sur la spécificité du contentieux de l'urbanisme ou sur sa simple vocation à ne constituer qu'un contentieux laboratoire. Rien ne dit qu'à l'avenir, ce genre d'innovation ne va pas être étendu à d'autres contentieux. On en veut d'ailleurs, pas pour exemple, pour indice. Ça a été évoqué tout à l'heure, et on n'est pas encore très loin du droit de l'urbanisme, mais le fait qu'en dehors de tout dispositif législatif, le Conseil d'État ait récemment étendu ce mécanisme à une déclaration d'utilité publique. Alors, certes, dans le cadre d'une procédure d'urbanisme, mais on sait quand même que la déclaration d'utilité publique, elle intervient dans nombre de procédures, dont certaines sont assez éloignées de l'urbanisme. Alors, si on commence à le faire pour les unes, est-ce qu'on ne sera pas tenté de le faire pour les autres? Bref, il y aura peut-être là un appel d'air à l'avenir, la suite le dira.
Et en tout cas, donc, j'en ai terminé avec donc, les hypothèses d'absence de sanction. Deuxième grand apport, deuxième grande évolution, c'est la gradation de la sanction. Donc là, l'hypothèse où le juge avec ses pouvoirs continue à constater l'illégalité, à la sanctionner, mais il ne la sanctionne plus par l'annulation, ou en tout cas plus toujours de la même façon. Ici, et là encore, deux choses méritent d'être évoquées. Alors, tout d'abord, la place déterminante qu'a prise, dans certaines circonstances en tout cas, le pouvoir d'injonction. Et puis, dans un deuxième temps, la tendance qu'a le juge avec ses pouvoirs désormais à procéder, dans certains cas là encore, à une circonscription de la sanction. Commençons d'abord par la place déterminante de l'injonction. Effectivement, l'attribution 1995 au juge administratif d'un pouvoir d'injonction contre les personnes publiques ou personnes privées chargées d'une mission de service public a énormément changé la donne, même si c'est un pouvoir de plein contentieux. Voudrait-on être strict, on dirait que l'on sort ici de l'objet de l'étude, mais enfin, on peut en faire difficilement abstraction dans le cadre de l'étude de l'Office du juge du recours pour excès de pouvoir, puisque c'est en réalité le même juge qui, ayant prononcé l'annulation, se transforme en juge de plein contentieux pour en tirer les conséquences en vue de parer au risque d'ineffectivité de l'annulation, risque d'ineffectivité que pointait notamment Jean Rivero dans son article sur le Huron au Palais Royal, qui s'interrogeait sur l'utilité d'annulation dépourvue de toute portée effective. Donc, ce pouvoir d'injonction, il a pris une importance tellement fondamentale que, d'ailleurs, le juge, alors là, pour le coup, sans prétendre sortir de son office de juge avec ses pouvoirs, c'est même reconnu, depuis le début des années 2000, le pouvoir de prononcer des injonctions déguisées en indiquant à l'administration, soit dans les motifs, soit dans le dispositif de sa décision, les mesures, enfin là ou les mesures qu'impliquait l'exécution de l'annulation. Jurisprudence, Toulouse Football Club, Vassilikiotis titrant, dont on peut penser sans doute qu'elle va largement décliner depuis que, en 2019, la loi a reconnu au juge de l'injonction le pouvoir d'en prononcer d'office, parce qu'évidemment, c'est un des intérêts de cette jurisprudence, c'était tout de même de pouvoir prononcer des injonctions sans le dire lorsque le requérant ne pensait pas à les demander. Euh, Est-ce que cela la réduit totalement à la caducité? Pas totalement, je pense, j'imagine l'hypothèse où l'exécution du jugement pourrait impliquer plusieurs types de mesures laissées au choix de l'administration, où là, au moins, le juge peut continuer à les indiquer, mais là, on n'est plus réellement, enfin, si, on reste dans une injonction, mais une injonction, on va dire une injonction à choix multiple. Choisissez parmi l'une de de ces mesures. Et en tout cas, ce qui pour le coup, raccorde totalement l'injonction à notre sujet, eh bien, c'est que désormais, cette injonction commande, dans un certain cas, dans un certain nombre de cas, le contenu de la décision du juge, à travers deux jurisprudences que l'on a là aussi évoquées. Tout d'abord, Société Éden, par lequel le Conseil d'État admet que l'injonction puisse affecter, alors, ce qu'on appelle parfois le principe de l'économie de moyens, en réalité de la tradition de l'économie de moyens, en indiquant que désormais, lorsque le juge entend annuler, doit privilégier le moyen permettant de justifier l'injonction la plus étendue, si en tout cas c'est une telle demande, bon, même si
il a été dit lors de la discussion, et ce n'était pas inutile de le rappeler, qu'il ne faut pas réduire Société Éden au seul cas des injonctions. Il y a aussi la hiérarchisation des prétentions par le requérant en dehors de toute injonction, encore que les deux puissent éventuellement se cumuler, le requérant pouvant privilégier aussi dans ses prétentions celles qui lui permettront d'obtenir l'injonction la plus étendue. Donc, il y a la jurisprudence Société Éden. Il y a aussi, désormais, la jurisprudence Association des Américains accidentels, depuis 2019. Là, ça n'est plus par le choix des moyens que l'injonction déteint sur la mesure principale, c'est carrément par le moment d'appréciation de la légalité. On considère que, en réalité, la demande d'annulation n'est qu'un paravent à ce qui est principalement une mesure d'injonction. Et donc, dans cette hypothèse, le juge renonce, comme il est censé le faire traditionnellement dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à apprécier la légalité au jour de la signature pour apprécier au jour de l'injonction, enfin au jour de sa décision, c'est au jour où il va statuer sur la demande d'injonction, sachant que ça n'aurait effectivement, toujours l'effet utile, aucune utilité, aucun intérêt de prononcer une annulation dans les cas en cause si cette dernière ne pouvait pas être accompagnée d'une injonction. On a fait l'inventaire, enfin, non exhaustif, parce que, mine de rien, depuis 2019, cette jurisprudence tend à essaimer tout de même notablement. Alors, à l'époque, c'était sur le refus d'abroger un règlement, mais ensuite, c'était sur le refus d'abroger un certain nombre de mesures non réglementaires. Ça a même été, on a parlé avec l'Arrestasen, sur, sur une décision positive, une sanction. L'idée étant ici d'obtenir non plus une injonction de prendre la mesure en cause, mais simplement, au contraire, une injonction de lever la mesure contestée. Bref, une exception, car le principe reste quand même l'appréciation au jour de la naissance de l'acte, mais une exception qui tend à essaimer fâcheusement, jusqu'à peut-être un jour devenir le principe, on l'ignore, mais qui n'est en tout cas pas innocente, parce que la solution la plus simple aurait été peut-être de transformer tout ça en recours de plein contentieux, et je pense notamment à une affaire Pinault, fin 2019, 29 novembre 2019, où, à propos du recours contre le refus de démolir ou de porter atteinte à un ouvrage public, le Conseil d'État fait carrément basculer ce recours dans le plein contentieux. Il ne le fait pas dans les autres cas. Donc, ça témoigne quand même d'une volonté de sauver le soldat recours pour excès de pouvoir, quitte à en prendre une liberté avec les principes. Et puis, j'en viens à un dernier point qui était lié quand même au précédent avant d'aborder la circonscription de la sanction, mais comme ça a été déjà évoqué longuement, je n'insisterai pas trop là-dessus, c'est dans le cadre de ce contrôle, ce qu'on appelle désormais le contrôle de trajectoire, commune de Grande-Synthe, 1er juillet 2021, où là, on voudrait comment dire, être un petit peu insolent, on dirait que le juge n'apprécie plus la légalité de la décision au jour où il statue, il l'apprécie carrément dans le futur, à l'horizon 2030 ici. Mais tout en formellement, en se prononçant évidemment au jour de sa décision. Mais en tout cas, il prend en considération dans l'appréciation de la légalité non plus l'avenir, ça il le faisait déjà avant, mais le très long terme. C'est très notable. Et donc, enfin, et dernier point, la circonscription de la sanction. Alors, quand je parle là, eh bien, deux types de circonscription. Circonscription matérielle. Alors, j'en vois deux types. Tout d'abord, l'annulation partielle, la détachabilité. On en a un petit peu parlé, notamment sous l'angle du contentieux de l'urbanisme, mais il faut savoir que dans le contentieux général, le juge accepte, et là depuis très longtemps, de procéder à des annulations partielles en annulant au sein de l'acte contesté, même contesté en sa globalité, que les dispositions illégales, du moins quand elles sont détachables du reste. Et puis je vois aussi dans cette circonscription matérielle la question qui a été évoquée, relative certes à l'injonction, mais
mais c'est quand même lié à l'annulation. L'idée de décaler dans le temps, ce qui n'était pas prévu par la loi de 1995, les effets de l'injonction, pour laisser à l'administration le temps de régulariser l'arrêt commune d'Emerainville. Transition évidemment toute trouvée avec le dernier type de circonscription, la circonscription temporelle. L'annulation qui n'en est plus une. Alors, évidemment, la jurisprudence association AC, en tout cas l'un des deux pans de la jurisprudence association AC, alors non pas que l'autre soit inintéressant, l'annulation à effet différé, en réalité titrant repris par association AC, c'est évidemment très intéressant, ça relève déjà d'une évolution de l'office du juge de l'excès de pouvoir, mais association AC dans son aspect réellement novateur, encore plus l'idée que l'on puisse renoncer en tout ou partie, et d'ailleurs parfois de manière dissymétrique, selon les requérants, à l'effet rétroactif de l'annulation, qui du coup n'en est plus une, si on veut bien définir l'annulation comme l'anéantissement rétroactif. Ça aussi, c'est une évolution marquante, sachant, bon, ça n'avait pas été dit, mais tout ne pouvait pas être dit, que cette technique a même été étendue dans certains cas à des hypothèses de jugement de rejet. Et oui, quand l'acte contesté avait par contre fait l'objet d'une suspension en référé, et donc que le rejet du recours au principal a pour effet de remettre en vigueur l'acte auparavant suspendu, cette remise en vigueur immédiate peut elle aussi être jugée contraire à la sécurité juridique, d'où un arrêt Société Tecna de 2006, où le Conseil d'État se reconnaît finalement en pratique le pouvoir d'insérer des mesures transitoires dans son jugement. Et puis enfin, dernier étage, l'abrogation. Bon, on en a tellement amplement parlé que je passerai très rapidement sur l'arrêt Association des avocats Elena du 19 novembre dernier, mais où là, on voit carrément le Conseil d'État, s'agissant des seuls actes réglementaires, c'est vrai, pour l'instant, règle le problème de l'illégalité survenue, instituant une procédure concurrente, en quelque sorte, à celle de l'obligation administrative d'abrogation. Alors, que déduire de tout ça, et ce sera finalement la conclusion de ma conclusion, sécurité juridique, effet utile, certes, réalisme, peut-être un mot qui aurait pu être employé plus tôt. Toute cette évolution témoigne de l'intense réalisme du juge de l'excès de pouvoir. Mais, si on ne peut que saluer ce réalisme, on doit aussi admettre qu'il se fait au prix d'une relative complexité. On peut même peut-être rayer relatif dans ce que je viens de dire. Complexité, sans doute imputable à l'absence de stratégie d'ensemble, et plutôt, si stratégie il y a, une stratégie de correction ponctuelle des faiblesses du recours pour excès de pouvoir. Ça pose évidemment la question de la classification des recours, la classification, la distinction excès de pouvoir, plein contentieux objectif a-t-elle encore aujourd'hui un sens? Sans doute de moins en moins. Bon, ça, c'est de la doctrine, ça donnera du grain à moudre à la doctrine pour les années, voire les décennies à venir. Mais pensons aussi aux justiciables. Quid de la simplicité? Ça a été évoqué, mais en voulant servir le justiciable, on complexifie considérablement les choses, et vu l'office du juge de l'excès de pouvoir aujourd'hui, qui oserait, si en tout cas on veut exploiter pleinement l'office du juge de l'excès de pouvoir, se présenter devant lui sans avocat. Et puis il y a aussi, et je terminerai là-dessus, la transformation, je ne parle même plus de l'office, mais du rôle du juge. Le juge de l'excès de pouvoir devient de plus en plus administrateur, comme l'était déjà un petit peu le juge du plein contentieux. Donc il devient administrateur, il devient même conseiller de l'administration en lui suggérant des régularisations. Le juge aspire-t-il réellement à ce rôle? Vous comprendrez que ça n'est pas à moi de répondre à cette question. Merci.